Donc nous allons commencer par un film soviétique, on parlait du RSS à l'instant. Alors vous allez voir ce film. Je veux aller à Moscou apprendre la peinture. Est bien évidemment un film muet, en sachant qu'il n'y existait pas de film pleinement muet. Il y avait toujours de la musique. Alors que je vous raconte un peu l'histoire. La cellule me laisse-t-elle partir ? Ce personnage à la casquette est une fripouille. Il a volé son propre dessin pour l'envoyer à la revue satirique soviétique, Crocodile, en accusant évidemment quelqu'un d'autre de l'avoir volé. Sauf qu'évidemment, nous sommes dans un film soviétique, il fait partie du Komsomol, c'est-à-dire de la jeunesse communiste, et tout le monde sait maintenant que c'est lui qui l'a volé, puisque son dessin est à la une du journal Crocodile, que vous voyez tous. Voilà le dessin. Et donc, ce personnage-là est pris en flagrant délit d'avoir menti, d'avoir fait accuser quelqu'un d'autre de vol. Donc imaginez la musique qui accompagne. On peut imaginer Shostakovich, imaginons. Alors n'oubliez pas qu'à l'époque, les moyens techniques étaient très limités. Et vous allez voir comment le réalisateur va nous faire comprendre que ce personnage n'est plus rien. Et voici la conclusion. Et c'est ainsi que disparut moralement et même physiquement Senka Markov, ex-militant, ex-rédacteur, ex-tout sauf vrai membre du Komsomol. Et donc il disparaît de l'image et on comprend qu'il a dû faire une petite visite au goulag, voire ailleurs. Du hast aber einen schönen Ball. Wie heißt du denn? Elsie Beckmann. Elsie! 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 Là encore, le crime, comme tout à l'heure, sans le montrer, et tout le monde a compris ce qui s'est passé et qu'est-ce qui est symbolisé. Un film de Costa Gavras. Nous sommes donc à l'entrée d'un camp d'extermination. How many? Around 300. 400 units to be treated. There aren't 10 people alive who have seen what you just saw. Bravo en tout cas pour le choix des extraits, parce que on ne peut pas faire plus démonstratif que cela. Alors, prenons-les dans l'ordre. Le premier est un film muet, russe. Nous sommes dans un contexte collectif, là encore. Nous sommes dans un contexte politique,
Komsomol, etc. Et nous sommes dans le muet. C'est-à-dire que voudrait-on expliquer des choses complexes ou psychologiques comme on le fait peut-être un peu trop maintenant aujourd'hui dans le cinéma? Non. Là, la radicalité est obligatoire, immédiate. Elle doit exprimer instamment, sur l'instant, la réalité de la disparition de ce type. Comment vous voyez un tel film aujourd'hui? Alors, on ne peut pas faire plus simple au point de vue du cinéma. Il n'y a pas d'emberlinficotage d'écriture. Il n'y a pas, comme Lelouch qui tourne 3 fois autour d'une bouteille pour montrer une bouteille. Non, là, c'est frontal. Hein. Qu'est-ce que vous pensez d'un tel moment où, par occultation, le crime est peut-être mieux désigné encore que s'il était effectué sous nos yeux? Moi, je dis, je suis grand admirateur de ce film, de cet extrait de film. Ça évoque la disparition des photographies. Il y a une référence politique, là, vous savez, les trotskistes qui s'évanouissent les uns après les autres, des photographies collectives. Là, de la même façon, il disparaît, c'est la honte qui le fait disparaître. Ça pourrait être une raison politique aussi, mais le moment étonnant d'humanité, c'est quand le voleur déshonoré, on voit la petite jeune fille qui met le crocodile devant elle dans le public pour lui montrer que tout le monde connaît son crime, il cherche quoi? La bouteille. Très humain, la bouteille pour se réconforter. On escamote la vodka et il ne lui reste plus la vodka disparue qu'à disparaître lui-même dans la honte, l'ignominie ou le goulag comme on veut, mais il n'a plus sa place dans le Komsomol. Je trouve que c'est, comme vous, tout à fait étonnant. C'est un morceau d'anthologie, ça. Alors un autre morceau d'anthologie absolument, c'est évidemment M. le Maudit de Fritz Lang. Il est bon de savoir que nous sommes chef-d'œuvre absolu. Nous sommes en 1932. Juste après ce film, en 1933, on va faire la proposition à Fritz Lang de diriger le cinéma nazi. Proposition qu'il va bien entendu refuser, et il va s'échapper. Mais Fritz Lang, à l'époque, est un metteur en scène extrêmement connu dans le monde entier et en Allemagne, extrêmement connu. Metropolis. Depuis les années 20, il écrit des films avec Thea von Harbou, qui, elle, continuera dans la carrière nazie, si je puis dire, et qui est un architecte au départ et qui sait à quel point le cinéma peut convoquer les foules à la réflexion. Souvent, d'ailleurs, les architectes ont quelque chose à voir avec le cinéma. Il y a beaucoup de cinéastes qui ont un passé d'architecte. Bref, ici, le crime est occulté parce qu'il est littéralement indicible. Personne n'a envie de voir le meurtre d'une petite fille. Et ce meurtre est grandi par l'absence du geste, par le cri d'une maman qui crie le prénom de sa fille, Elsie, dans un grenier vide, dans un escalier tout aussi vide, évidemment par ce plan absolument sublime, ça c'est des trouvailles formidables de disjonction du temps, mais où le temps nous est rappelé par ce petit ballon sur un terrain vague, alors là, qu'est-ce qu'il fait le metteur en scène? En gros, il nous dit, je ne vais pas vous infliger l'abominable, je vais vous y faire penser, à vous de mettre des images, si vous le pouvez, si vous le voulez, sur ce qui est immontrable, ce que je décide de ne pas montrer, mais je montre les conséquences, mais les conséquences même pas ni romanesques, ni mélodramatiques du tout. Je montre le présent de l'instant dans une absence qui devient d'un coup tragique. Alors, il y a même, pour moi, c'est le comble de l'art. Voilà un crime terrible, atroce, un criminel. On ne voit pas le crime, on voit la silhouette du criminel, et on sait que le crime a eu lieu par l'absence.
le vide. Le vide de la cave, le vide de la chaise, le vide de la cour, où la mère appelle, et pour finir, ce seul bruit du ballon. Alors c'est absolument mais sublime, sublime. Rien ne rend, à mon sens, mieux compte de ce qu'est pour les autres le crime, c'est-à-dire ce vide sidéral, c'est celui de la mer pour toujours. Alors ça c'est un grand chef-d'œuvre. Hein. Alors vous avez raison de remarquer, Robert, à quel point ce film est grand aussi par la façon dont par les plans qu'il choisit. Par exemple, ce criminel qu'on voit, Peter Lorre, qu'on voit ici en ombre chinoise, ouais. Hein, on le voit sur l'affiche même qui le recherche. Ouais. C'est-à-dire, c'est un défi encore plus grand, la présence du criminel sur l'affiche même qui répand sa recherche. Et qui plus est, la petite fille joue. Elle fait rebondir son ballon sur l'objet même qui signale le danger à tous, mais qu'elle ne sait pas voir, peut-être pas lire, à ce moment-là. Là, il y a une triple occultation, du danger par la petite fille, du crime pour nous-mêmes, et évidemment de ce contexte où, mine de rien, à ce moment-là, nous sommes donc dans l'Allemagne déjà nazie. C'est pas pour rien qu'on couvre le pays d'affiches qui terrorisent, où les criminels sont recherchés par voie d'affiche, ce qui est toujours un geste politique qui nous rappelle certaines pratiques d'aujourd'hui, où l'on affiche parfois le crime d'une manière délibérée. Alors juste, il n'est pas encore le nazisme n'est pas encore au pouvoir parce qu'on est en 31. C'est le film suivant de Lang, qui est le testament du docteur Mabuse, qui là sera clairement anti-nazi. Hein, le film, il est pas encore nazi. Mais ça monte. Ah bah. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça monte. Ça monte, oui. En 31. Oui, très présent déjà.